Les Français font de plus en plus d'études, mais ces diplômes ont-ils encore de la valeur? On en parle avec nos invités. Michel Fize, vous êtes sociologue de l'éducation et vous avez écrit « L'école, une fabrique d'échecs ». Voilà, que je montre à l'écran. Rubens Strachan, vous êtes délégué national de l'UNI, vous êtes étudiant en droit à Lille. En histoire, pardon, à Lille. Et Helmut Mood, vous êtes président de l'université PSL, donc qui comprend Paris Sciences Lettres, qui comprend Dauphine, l'ENS, Ulm et les mines notamment. Notamment, oui. Voilà, notamment, il y en a beaucoup d'autres. C'est les plus, disons, les plus connus. Et Paul-Henri Wallet, vous êtes journaliste au Figaro étudiant et vous allez nous parler de l'explosion du nombre d'étudiants en France. Oui, en fait, ce qu'on a observé ces dernières années, c'est un phénomène de massification de l'enseignement supérieur. Il faut savoir qu'en 1980, il y avait 1 million d'étudiants en France et aujourd'hui, on en compte donc en 2025 à peu près 3 millions. C'est un phénomène qui correspond avant tout à une évolution du marché du travail, puisque sur la même période, on a assisté à une tertiarisation de l'emploi. On a créé plus d'emplois de cadres et donc on a poussé en fait les jeunes à se former davantage pour pouvoir rentrer dans ces professions. Mais les études sont aussi allongées de façon assez exponentielle. Tout à fait, puisque jusqu'au début des années 2000, beaucoup de jeunes commençaient en fait à travailler après une formation de 2 ans ou de 3 ans. Mais aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, la norme, c'est devenu le bac+5. Et c'est notamment dû à la réforme LMD de 2004, qui est la réforme donc licence, master, doctorat, pour s'aligner en fait sur le système européen. Beaucoup d'établissements ont décidé de créer des masters, là où il n'y en avait pas forcément avant. Et les résultats, les études se sont relativement allongées. À Sciences Po Paris, par exemple, jusqu'au début des années 2000, le cursus durait seulement 3 ans. Et aujourd'hui, il en dure 5. Est-ce que toutes ces études sont-elles utiles finalement ? Dans un certain nombre de domaines, elles restent évidemment nécessaires. Si on pense à la médecine ou au droit, des cursus longs sont vraiment se justifient. Mais dans d'autres domaines, comme en sciences humaines notamment, en commerce ou en marketing, on se demande si parfois les études pourraient pas être un petit peu réduites. On a l'impression que le bac+5, le master, c'est plutôt en fait une ligne sur le CV qui est exigée pour rentrer sur le marché du travail, mais qui n'apporte pas forcément de plus-value. Pour certains sociologues, je pense à Julien Damon qui a écrit une tribune sur le sujet dans les Échos récemment, et bien en fait les élèves auraient plutôt intérêt à commencer à travailler plus tôt pour rentrer sur le marché du travail et commencer à s'assumer bien avant en fait ce qu'ils font aujourd'hui. Et puis d'autant qu'on se rend compte que les élèves du supérieur n'ont plus forcément les bases. Ouais, et c'est le résultat d'un récent rapport sur l'éducation qui a été publié par l'OCDE. Donc dans cette enquête qui est parue au début du mois de septembre, on s'est rendu compte en fait que beaucoup d'étudiants européens n'avaient pas les bases en lecture ou à l'écrit. Et il y a même la personne qui s'est chargée de présenter le rapport qui s'est emportée contre la France en affirmant que beaucoup de jeunes qui avaient en France passé des années sur les bancs de l'université n'avaient parfois pas le niveau à l'écrit d'un enfant de 10 ans. Helmut Mood, quelle a été votre réaction en entendant cette sortie d'un expert de l'OCDE? C'est vrai qu'on était un peu surpris. Je suis professeur d'université, je suis président d'université. J'observe que le rapport est lu de manière caricaturale très souvent parce que le rapport ne dit pas qu'il y a une dévalorisation générale des bac+5. Il dit qu'il y a un net avantage salarial et en emploi également. On a toujours un avantage, une massification rapide certes, de plus de 6 points depuis 2019, mais plus 60% donc en France de primes salariales. Ça veut dire que finalement, globalement, ça marche. Le rendement de l'éducation à bac+5 marche mieux en France qu'ailleurs. Donc il faut quand même lire le rapport dans ses détails. Le rendement reste élevé, le chômage, prenons le chômage, le taux de chômage 18,5% sans bac, 9,9% avec bac BTS, seulement 6% avec le supérieur. Il y a une légère baisse des
score de diplôme du supérieur en littératie, ça c'est vrai, mais c'est pas une catastrophe. La littératie, c'est la compréhension de l'écrit, etc. Et donc en fait, il faut vraiment arrêter avec la caricature des lectures des rapports. Le rapport est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus, disons, nuancé que cela. Et par ailleurs, j'ajoute une chose, j'ajoute que tout ce que vous avez dit est parfaitement juste sur la massification, et peut-être qu'il y a une hétérogénéité de l'enseignement supérieur à prendre en considération, comme je vous le disais récemment, mais il n'y a pas à jeter le bébé avec l'eau du bain dans des conditions. Ça vaut le coup de faire des études. Oui, dans des conditions qui sont complexes. Eh bien, peut-être plus difficile qu'ailleurs. Le rendement de l'éducation est très bon. C'est ça, là. À Bac+5 est très bon. C'est ça, quand même, le bon résultat pour la France. On a l'habitude de voir que les aspects négatifs, mais le rapport est élogieux sur les performances en termes de rendement de l'éducation. Ça veut dire qu'on aura moins de tentatives de partir à l'étranger, etc. Maintenant, ça ne règle pas la question sur laquelle moi, je me suis exprimé assez longuement. J'ai fait une tribune dans Le Monde sur ce sujet. Je vous en ai parlé récemment. On a un système qui est un système dual, dans lequel vous avez des filières très sélectives malthusiennes, pour lesquelles augmenter de 15 à 20% les insertions ne diminuerait pas le niveau de compétence. Comme je vous le disais, le fait qu'on ne prenne pas dans les filières très sélectives 15 à 20% d'étudiants, eh bien, on observe qu'ils ont le même niveau de compétence que les 100% qui sont intégrés, et que donc il y a un gâchis à les mettre, disons, alors qu'ils ont un taux d'insertion très bon sur le marché du travail. C'est le cas, par exemple, des étudiants de l'ENS, par exemple. Par exemple, toutes les filières sélectives. Alors, elles ont toutes progressé en termes d'effectifs. Hein. À PSL, nous sommes en train d'augmenter nos effectifs en créant des filières nouvelles. Je dis bien nouvelles, on y reviendra peut-être dans la discussion. Et puis, de l'autre côté, le deuxième pôle, c'est le pôle des filières de masse qui sélectionnent par l'échec. C'est en fait, quand on raisonne sur des moyennes, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement. Pour moi, il y a une collusion entre les malthusianistes qui défendent la restriction, parce que, encore une fois, nous, on a ouvert une double licence à Dauphine IA et sciences des organisations, intelligence artificielle et sciences des organisations. On a pris 30 personnes, on avait 80 personnes qui avaient exactement le même niveau que les 30 qui étaient prises en maths, 19,5 de moyenne en maths, de moyenne. Donc vous voyez, et puis de l'autre côté, on a quand même encore un problème qui est que le taux d'échec en licence reste extrêmement inquiétant, de l'ordre de 40%, et donc il y a matière à désengorger les filières de masse et à augmenter un peu les effectifs dans les filières sélectives pour rétablir un système plus équilibré, qui s'en sort pas si mal, encore une fois, si on regarde les chiffres, eu égard quand même aux conditions relativement complexes de l'éducation et de l'enseignement supérieur en France. Donc je crois qu'il faut toujours faire l'effort de regarder les choses dans leur complexité, même si on arrive tout de même à les expliquer simplement, et ne pas sombrer dans la caricature d'un résultat d'un rapport qui se base, si on le retient uniquement la massification, sur des moyens et pas sur la réalité. Encore une fois, les rendements de l'éducation sont très bons en dépit de difficultés plus grandes qu'ailleurs. Par ailleurs, je dirais que ce que vous dites sur le fait que, par exemple, on pourrait avoir un système beaucoup plus fluide, où les gens iraient sur le marché du travail et reviendraient à l'université, ou viendraient à l'université, ou dans les filières, ça c'est une vraie question. On a encore un système beaucoup trop linéaire, beaucoup trop segmenté. C'est pour ça que nous, à l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, on a lancé cette licence qui s'appelle les CPES, hein, les certificats pluridisciplinaires d'enseignement supérieur, dans lequel les étudiants continuent un peu faire de tout, des maths. Ils peuvent aller à la fois Henri IV et à exactement, ils peuvent faire un peu de tout. Et ensuite, il faut prendre en considération le fait qu'ils puissent aussi avoir des expériences sur le marché du travail et revenir à l'université. Donc attention, soyons nuancé. Voilà. Michel Fize, quand même, il y a le taux de réussite au bac qui est passé alors entre 1995 et 2024 de 74,9% à 91,2%. Le taux de mention très bien a explosé, a été multiplié par 12 de 1997 à 2024. Et à l'inverse, quand on voit l'enquête PISA, on voit que le niveau, et même toutes les enquêtes en général sur le niveau scolaire, le niveau scolaire ne monte pas. Alors, je pense que dans cette affaire, on est encore dans le déni de la catastrophe scolaire, parce que je crois que ça ne va pas s'arranger. On a parlé de massification. Massification entraîne nécessairement inflation, et inflation entraîne nécessairement dévalorisation. Donc, on fabrique encore une fois des échecs de masse. Voilà. Je me souviens d'un temps où mes collègues disaient, il y a encore une vingtaine d'années,
ne nous inquiétons pas. Les jeunes diplômés sont à l'abri de l'échec, de la précarité. Regardons uniquement les non-diplômés ou les faiblement diplômés. Hein, on parlait des brevets du collège, voilà. Et on disait, mais vous savez, le taux de chômage des jeunes du supérieur, c'est à peu près 1,5%. Hein, je l'avais noté, je ne sais plus dans quel écrit. Ouais. Là, on est aujourd'hui à plus de 5. Plus de 5. Alors, évidemment qu'on peut dire, mais oui, mais 5, c'est moins élevé que 14 ou 15 ou 16 pour les non-diplômés ou faiblement diplômés. Mais le fait est, c'est qu'on est toujours dans une escalade de l'inflation et de dévalorisation finalement des diplômes. Bien sûr. Vous savez, si on refait cette émission dans 5 ans, je peux vous dire qu'on nous dira que les bacs plus 5 sont sinistrés. Parce qu'encore une fois, il faudra aller plus loin dans cette attente, donc aller toujours plus loin en termes de nombre d'années d'études pour avoir finalement un statut au travail qui est un statut inférieur par rapport au niveau du diplôme. Hein. Alors, je comprends ce qui a été dit sur la micro-analyse. Quand on regarde les choses, effectivement, ligne par ligne, on peut trouver toutes les explications. Mais moi, mon rôle, c'est d'abord de rappeler qu'en 20 ans, le nombre de chômeurs diplômés du supérieur a triplé, en passant de 186 000 à 460 000. Voilà, c'est tout. Je crois que ces 2 lignes suffiraient à montrer l'ampleur. Alors, il y a une interrogation qu'on devrait avoir. Vous avez évoqué le bac. C'est le déclin du diplôme, le statut du diplôme, l'avenir du diplôme. Tout à l'heure, on a parlé effectivement peut-être d'aller au travail plus rapidement, peut-être pour se reformer davantage. Moi, j'ai envie de dire, parce que finalement, cette situation qui touche la France touche l'ensemble des pays du monde, quelque part. Les jeunes diplômés sont bernés. C'est ce que j'appelle les bernés de la République. Alors, je vais donner justement la parole à un jeune en études, Ruben Strachan. Donc, vous êtes étudiant et délégué national de l'UNI, donc un syndicat étudiant. Moi, j'avais une question, c'est que l'allongement des études pose un autre problème, celui du coût pour les étudiants. Parce que c'est vrai que même moi, quand j'étais étudiante, avoir un BTS, c'était déjà fabuleux et on était ravis de faire un bac plus 2. On pouvait avoir accès à un nombre de professions incroyables. Aujourd'hui, il faut un bac plus 5 de toute façon. Les BTS poursuivent leurs études, les BUT, enfin l'ancien DUT aussi. Ça commence à coûter cher pour les jeunes et leurs familles. Bien, c'est sûr que le coût de la vie étudiante est assez important aujourd'hui, entre le logement, la vie courante. C'est pas simple pour boucler la fin des mois pour de nombreux étudiants. On a beaucoup d'étudiants qu'on rencontre qui se posent la question si 5 ans d'études c'est pertinent ou non, parce que c'est 5 ans où en général ils ne vont pas pouvoir travailler à côté. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent quand même à travailler. On peut toujours travailler à côté quand on est étudiant. Mais c'est pas en fonction des études. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Et donc forcément, c'est un investissement pour eux. Donc ils se posent la question si 5 ans d'études, ça en vaut la peine ou non, sachant que c'est souvent 5 ans d'études dans lesquels ils ne vont pas cotiser. C'est 5 ans d'études dans lesquels, derrière, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir forcément avoir un emploi qui corresponde à leur niveau d'études. Quand on sait qu'il y a donc de plus en plus d'étudiants diplômés et qu'on a des employeurs qui sont de plus en plus exigeants, beaucoup d'employeurs qui demandent une expérience professionnelle à côté. Et tout le monde n'est pas capable de aussi fournir une expérience professionnelle à la sortie des études. Donc on a des dizaines d'étudiants aujourd'hui qui viennent vers nous, comme on est la 3e organisation étudiante, pour nous interroger sur ces questions-là, parce qu'ils ont du mal à trouver un emploi, ils ont du mal à être recrutés et qu'il y a une concurrence assez importante. Paul-Henri, il y a des jeunes qui font carrément un autre choix. Le choix du CAP, c'est vraiment très à la mode. Et qui se disent finalement, pourquoi faire un bac plus... Voire qui font un CAP après des études supérieures, et c'est très tendance. Oui, alors en fait, il y a une tendance effectivement dans l'enseignement supérieur, ou pour des étudiants qui sont diplômés ou qui sont en train de préparer un diplôme dans une université parfois de très bon niveau, de préparer un CAP à côté. Pour beaucoup, c'est une manière de répondre à une quête de sens. Ce sont des étudiants qui veulent s'éloigner des écrans et des raisonnements complexes. Et pour eux, apprendre à devenir mécanicien ou plombier, c'est une manière de retrouver un sens du concret et de se sentir utile et connecté au réel. Alors, que font ces jeunes une fois leur CAP en poche ?
Beaucoup l'ont passé simplement pour vivre une expérience. Ça représente pour eux un hobby. Ils savent qu'ils ne vont pas vraiment en faire leur métier. Mais pour d'autres, c'est un moyen de gagner une légitimité avant de monter une entreprise, comme dans la restauration par exemple. Mais il y en a pour qui l'objectif, c'est vraiment de se reconvertir. Et depuis quelques années, on observe une tendance à ce que des étudiants, parfois d'un très bon niveau, changent complètement de voie et exercent un métier manuel. Il y a même une structure qui s'est spécialisée dans la préparation du CAP cuisine pour les étudiants. Ouais, ça s'appelle l'atelier des chefs. Les élèves peuvent s'y former en présentiel ou à distance. Alors c'est principalement pour passer des CAP cuisine, mais ça s'est ouvert sur d'autres formations. Ces élèves en fait apprennent sous l'encadrement d'experts dans leur domaine. Alors dans beaucoup d'écoles, les étudiants font ça à côté de leur formation, mais il y a certaines universités, certaines écoles qui ont décidé d'intégrer ce cursus au sein de leur pédagogie. Et il s'agit notamment par exemple d'HEC, la meilleure école de commerce de France, qui propose des crédits ECTS aux élèves qui passent un CEAP pendant leur cursus. Et il y a beaucoup d'inscrits ? Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque en 2023, on a plus de 100 étudiants de grandes écoles qui ont préparé un CAP dans cette structure. Alors il faut quand même relativiser ce chiffre, parce qu'on se rend compte que dans la pratique, il y a seulement 15% d'entre eux qui sont allés jusqu'au bout de leur formation, et c'est notamment parce que les diplômes de CAP se chevauchent parfois, enfin le passage du diplôme de l'examen se chevauche avec les partiels. Voilà, nous au Figaro Étudiant, on a fait un reportage dans cette structure et on a eu des témoignages comme celui de Mathilde, une passionnée de cuisine qui était en cursus à HEC, qui nous a raconté que pour elle, en fait, venir à l'atelier des chefs, c'était un moyen de se perfectionner et de retrouver une autonomie totale en cuisine qu'elle avait complètement perdue pendant ces 2 années de prépa. Il y en a même qui ouvrent leur restaurant après. Alors Mood, est-ce que ça vous fait réagir ? Oui, parce que je trouve qu'on est... non, je veux dire, il faut lire les chiffres tels qu'ils sont, il ne faut pas être catastrophiste, il ne faut pas être non plus dans le déni, il faut regarder les choses de près. Donc le rapport de l'OCDE, je le répète, il ne montre pas de dévalorisation générale, puisque c'est de là qu'on est parti. Les Bac plus 5 gardent un avantage salarial et en emploi. On a une massification qui fait qu'on a une différenciation plus faible du diplôme seul, mais on a un rendement marginal qui est modeste entre Bac plus 3 et Bac plus 5 à cause de ce que vous avez dit de l'effet de la réforme LMD, où avant il y avait la maîtrise, juste après, une année après la licence. Maintenant, il faut finir le cycle pour avoir un master et qui soit valable sur le marché du travail. Et donc, il y a une hétérogénéité qu'il faut chasser. Et je vais vous dire, moi qui suis quand même, j'ai présidé Dauphine pendant 4 ans, je préside l'université PSL, j'ai quand même la chance d'avoir des composantes. Vous ne voyez pas de baisse de niveau à l'ENS, tout va bien. Sûrement pas, mais même pas à Dauphine, on a un taux d'insertion à 96%. Mais globalement, ça marche très très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ailleurs, il y a une hétérogénéité dont on est conscient. Mais il y a beaucoup de progrès. L'apprentissage, on n'en parle pas, mais l'apprentissage, c'est une façon d'intégrer, et ça marche très très bien. Oui, c'est pas uniquement pour la cuisine. C'est pas uniquement pour l'apprentissage, c'est au niveau master que ça se passe. À Dauphine, on a 1500 apprentis. Ça permet 2 choses. Un, ça réduit la friction entre la sortie du diplôme et l'entrée sur le marché du travail. Donc c'est un bien social. Ça réduit le chômage frictionnel dont vous parliez à l'instant. Deuxième effet, qui est un bienfait pour la société, ça réduit la discrimination à l'embauche. Parce que les compétences se révélant dans l'action, eh bien les employeurs, quand ils recrutent des alternants, ils les connaissent et ils les discriminent pas selon leur nom ou leur territoire. Donc il y a un effet aussi bénéfique pour la diversité. Si on regarde les choses de près, on n'a pas le même constat que ce que j'observe, et c'est très documenté. Voilà. Donc si vous voulez qu'on progresse, il ne faut pas être généraliste dans la manière de tout rendre catastrophique. Sinon, on n'a plus du tout de marge de progression, et moi j'en vois des marges de progression. Par exemple, pourquoi les étudiants vont jusqu'au Bac plus 5 ? C'est une bonne question. Parce qu'il y a l'effet de structure de la réforme, mais il y a aussi une aspiration de la part des étudiants à marier 2 disciplines. Nous sommes en train de développer la double compétence. Que les diplômes, toutes les filières ne se valent pas. Mais bien sûr, bien sûr. Vous dirigez PSL qui a des écoles aussi prestigieuses que l'ENS, Ulm, les mines, etc. Je suis d'accord, mais même ailleurs. Tout le monde ne sort pas avec un Bac plus 5 des mines, mais est-ce que vous envisagez, est-ce qu'on peut imaginer fermer certains départements qui mènent au chômage ? Ce que je veux dire, c'est que... Parce que toutes les universités sont pas aussi sélectives et aussi prestigieuses. Toutes les universités ont fait un effort depuis Parcoursup pour orienter mieux les étudiants. D'ailleurs, le taux d'échec en licence qui reste dramatique pour moi,
parce que ça c'est vraiment en moyenne. Il y a le taux d'échec, mais il y a aussi le taux de chômage à la sortie de master. Le taux d'échec a baissé grâce à Parcoursup, d'une certaine manière, parce qu'il y a une milieu d'orientation. Puis beaucoup d'universités, je ne parle pas de PSL, je parle des universités autour, Paris 1, etc., ont créé des doubles licences un peu partout, qui sélectionnent davantage. Il y a une aspiration à la double compétence. Les étudiants aujourd'hui, quand on regarde leur aspiration, ils veulent avoir... Il y a des filières, il y a deux types quand même de filières, des filières extrêmement sélectives avec des grandes écoles ou des universités de prestige comme PSL. Je viens de dire qu'il faut augmenter les effectifs. Et il y a aussi des départements où le niveau n'est pas à la hauteur, qui mènent plus sûrement au chômage qu'autre chose. Est-ce qu'il ne faut pas penser à fermer ces départements? Il faut les désengorger. Moi, je pense qu'il faut les désengorger. Et qui, à l'inverse, accueille la masse des Vous savez que les étudiants. dotations par étudiant, vous en parliez, monsieur, tout à l'heure, en tant que représentant étudiant de l'UNI, le taux d'écart, l'écart entre les dotations par étudiant, c'est de 1 à 4 entre les filières sélectives et les filières non sélectives. Donc ça veut dire qu'on a 4 fois moins de dotations par étudiant quand on n'est pas dans une université sélective que lorsqu'on est dans une université sélective. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des conditions plus pénibles, plus difficiles pour étudier. Donc en effet, il faut désengorger, mieux orienter, favoriser. Il y a des solutions. Il y a pas mal de débats sur Ruben Strachan sur les places en master. Avec mon master, avec beaucoup d'étudiants qui postulent et qui n'ont pas de place, etc. Certains propos de monsieur. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'il y a trop de bacheliers ou trop d'étudiants en licence et du coup il n'y a pas assez de place en master? Alors, en fait, pour nous, à l'UNI, il y a 3 sujets majeurs actuellement dans l'enseignement supérieur. D'abord, vous parlez du baccalauréat, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas assez d'investissement dans l'orientation au lycée. Résultat, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent dans des filières qui ne leur correspondent pas forcément, ce qui explique en partie le taux d'échec important en licence. Donc pour nous, ça, pourtant, avec la réforme du bac, normalement, ils ont le choix. Ils ont plus de choix qu'avant. Oui et non. C'était un peu le but de la réforme Blanquer, d'avoir le choix de spécialité. Amener forcément dans des licences à l'université, alors qu'il y a une offre de formation qui est beaucoup plus importante que juste celle proposée par les vous parlez de l'orientation dans l'enseignement supérieur. De manière globale, exactement. Les deuxièmes sujets pour nous, c'est la professionnalisation des études. C'est que nous, en tout cas, on défend le fait que les entreprises puissent être un peu plus importantes au sein des universités, qu'il puisse y avoir davantage d'alternance. Comme ça, à la fin des études, ça permet aux étudiants d'intégrer plus facilement des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qu'on défend. On regrette d'ailleurs beaucoup les décisions récentes qui consistaient à baisser les aides aux entreprises qui recrutaient davantage d'alternants. On a eu beaucoup de témoignages au Figaro étudiants de jeunes qui ont du mal à trouver des alternances. On a aussi on connaît beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver une alternance, même dans des filières aussi larges que les ressources humaines, où pourtant on en retrouve dans absolument tous les domaines. Les recrutements se font de plus en plus tôt par les différentes entreprises et c'est de plus en plus compliqué pour les étudiants d'obtenir leurs alternances. Et le troisième sujet pour nous, donc vous en parliez justement tout à l'heure, au niveau des masters, il y a certaines filières aujourd'hui où on pense qu'il y a trop d'étudiants dans ces filières et pas assez dans d'autres. Par exemple, quand on regarde le taux d'insertion dans les emplois après 1 an et demi après l'obtention du diplôme, eh bien on se rend compte que les filières comme les lettres et les langues, eh bien ce n'est seulement que 60% de taux d'insertion et c'est souvent en plus des emplois qui ne sont pas stables que les étudiants vont obtenir. Donc on pense qu'il y a quand même certaines filières où il y a trop de place et d'autres il n'y en a pas assez parce que il faut fermer les départements de langue, de sociologie. Mais il faut réduire les places. Il faut réduire le nombre de places. Notre position, c'est de dire que l'université doit être en capacité de répondre aux besoins de la société. Et il y a toujours des ajustements à faire. Et là, Michel Fize, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aux bons élèves aussi, les longues études, ce n'est pas une obligation? Est-ce qu'il ne faut pas revaloriser l'enseignement technique? On voit l'engouement du CAP dont parlait Paul-Henri. Je suis un peu inquiet de ce que j'ai entendu. Les études doivent demeurer un choix. C'est comme si on disait, mais il y a certains travaux qui sont faits pour vous et d'autres qui ne sont pas faits pour vous. Donc voilà, ça c'est extrêmement dangereux. Il faut la liberté de choix. Bon, si on n'a pas assez évidemment de débouchés, eh bien on doit créer des débouchés, mais pas supprimer des étudiants. Alors, on ne va pas créer, alors vous êtes sociologue, mais imaginons que tout le monde veuille faire des études de sociologie, on ne va pas créer des postes de sociologue à tout va quand même. Ah il en manque beaucoup. Il en manque beaucoup. Ce serait peut-être un métier, je pense, à sortir du sinistre également. Alors, moi, je pense qu'il y a une interrogation, je la rappelle, il faut s'interroger sur le statut du diplôme, sur cette espèce de mythe du tout diplôme, où finalement,
sans diplôme, vous n'êtes rien, et avec un diplôme, vous n'êtes pas grand-chose. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle de bac plus 5 ? Ça, c'est très français, hein, la gloire du diplôme. Oui, mais je pense que dans d'autres pays, on est moins ancré là-dessus. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle des bac plus 5 aujourd'hui ? Il me semble quand même avoir vu que c'est le niveau de diplôme dont la hausse de chômage a été la plus spectaculaire depuis un an, 12%, ce qui n'est pas le cas pour les autres niveaux. Bon, donc ça veut bien dire que quelque part, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce bac plus 5. Donc il faut regarder ça attentivement. Alors l'autre chose, je pense qu'il faudrait, mais alors là c'est un grand mirage, sortir de cette distinction entre l'enseignement intellectuel et l'enseignement manuel. Comme si un manuel, quelque part, n'utilisait pas l'intellect pour faire ce qu'il fait. Surtout qu'avec l'IA, je pense qu'on aura de plus en plus besoin d'enseignement manuel et peut-être un peu moins d'intellect. Et puis, encore une fois, si on veut être dans les grandes réformes, parce qu'il ne s'agit pas de faire des accommodations, des ajustements, un peu d'alternance par-ci, un peu d'alternance par-là. Non, il faut repenser le système, encore une fois. Alors ça commence d'ailleurs par l'école secondaire, parce que si on a des problèmes aussi, notamment de compréhension, d'expression, de qualité d'écriture au niveau des étudiants, c'est parce qu'effectivement, on a des élèves pour lesquels on n'a pas fait attention à cela. Voilà, donc je pense qu'il y a un grand défi. Le sujet, c'était le chômage des bac plus 5, mais aussi la baisse du niveau scolaire. Alors évidemment, vous êtes peut-être moins touché à l'ENS par la baisse du niveau scolaire, mais... C'est faux, si vous voulez. Moi, j'observe les chiffres de l'OCDE, 6,3% de taux de chômage. Quand vous prenez des progressions en valeur absolue, vous avez raison, mais c'est la progression du taux de chômage moyen, global, a augmenté 10 fois plus vite que le taux de chômage dans l'enseignement supérieur. Parce que le taux de chômage, comme vous le savez, moi je suis économiste, je suis désolé, je travaille un peu sur ces sujets, c'est multifactoriel. Donc quand vous prenez uniquement des chiffres absolus d'augmentation pour dire les bac plus 5 ne marchent pas, c'est une vision qui empêche de voir la pluralité du mécanisme de chômage. Ce que l'expert disait, c'était aussi, l'expert de l'OCDE, c'était la baisse du niveau scolaire. Oui, non, mais si vous voulez, je parle du rapport de l'OCDE exprès. Le rapport de l'OCDE montre qu'il y a encore une prime salariale beaucoup plus grande pour les bac plus 5, il y a une prime de taux d'insertion professionnelle. Le taux de chômage, c'est un résultat positif. On peut être heureux d'avoir que des mauvais résultats, mais quand on en a, il faut le dire. Je veux dire, on a une prime salariale ça veut dire que nous, le rendement de notre éducation est meilleur en dépit de l'hétérogénéité que je dénonce. Je dis qu'il faut arrêter avec les deux modèles. L'émission va se terminer. Non, mais il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, avec les chiffres tels qu'ils sont. À bac plus 5, ça vaut encore le coup, c'est ça qu'on veut dire. Pas au niveau des perceptions. Écoutez, merci à tous. Il faut encore faire des études, on l'espère. Et merci à vous d'être venus à cette émission. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'école sur le Figaro TV. À bientôt.